le jour où mon fils m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé « Pourquoi une vieille femme de 72 ans garde-t-elle encore une maison ?» Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'ai pas de réponse, mais parce qu'en cet instant précis, j'ai compris. Andrew, mon fils, celui que j'ai mis au monde et élevé, ne me voyait plus comme sa mère. Pour lui, je n'étais plus qu'un actif sur pattes, un vestige vivant qu'on peut transférer, éliminer ou écarter dès que ça gêne. Je me souviens clairement de ce jour-là, la lumière d'automne filtrait en biais à travers les grandes baies vitrées de notre vieille villa que George, mon mari défunt, avait minutieusement restaurée. Une maison valant près de 3 millions de dollars, nichée dans le quartier le plus paisible de la ville. Là où nous avions élevé nos enfants, où j'avais cuisiné des milliers de repas, accroché chaque tableau, choisi chaque rideau selon les saisons. Mais aujourd'hui, pour Andrew, ce n'était plus un foyer, c'était une opportunité. Andrew entra dans le salon comme s'il en était le propriétaire, chemise déboutonnée au col, son iPhone dernier cri, constamment allumé à la main. Il jeta les clés de sa Porsche sur la table comme un symbole de pouvoir. Je ne dis rien. J'observais. J'ai appris avec les années que les vérités les plus profondes se cachent souvent dans les plus petits gestes. Ne laissons pas de telles histoires tomber dans l'oubli. Abonnez-vous pour entendre et amplifier la voix de ces femmes qu'on a longtemps considérées invisibles, mais qui n'ont jamais été faibles. Si tu transférais la maison à mon nom maintenant, je pourrais obtenir un prêt d'investissement. Ils attendent juste ta signature, maman, dit-il, d'un ton léger, comme s'il parlait de changer une ampoule. T'as 72 ans, maman. Tu comptes faire quoi de tout ça? On n'emmène pas ses biens dans la tombe, tu sais? Je sirotais une gorgée de thé tiède. Ma main ne tremblait pas, mon cœur ne s'emballait pas. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression qu'on venait de gifler tous mes souvenirs. Tant d'années à soigner, éduquer, sacrifier. Et au final, la seule chose qui restait dans l'esprit de mon fils, c'était la valeur monétaire de sa mère. Je ne répondis pas. Andrew haussa les épaules, ricana, et sortit pour prendre un appel, avec la posture d'un homme sûr de pouvoir conquérir le monde, y compris sa propre mère, si besoin. Je me levai, marchai lentement jusqu'au vieux bureau de George. Sur la table, le petit mot qu'il avait laissé avant de mourir était toujours là. Si quelqu'un troque les liens familiaux contre de l'argent, qu'il perde les deux. Cela faisait 5 ans que je gardais ce bout de papier comme une promesse silencieuse. Je pris mon téléphone, je composai le numéro d'une personne dont je n'avais jamais parlé à mon fils. Mon avocat privé, Henry. Prépare le contrat pour vendre la maison selon l'option B, dis-je. Pas besoin de poser de questions, juste fais-le. Henry hésita un instant, puis répondit. Je viendrai en personne avec les papiers, Margaret, demain matin. Ce soir-là, Andrew quitta la maison, sans même dire au revoir. Il parlait au téléphone, exalté. Bien sûr que c'est faisable. Ma mère est affaiblie, elle signera. Cette maison vaut au moins 2,8 millions. Il me faut juste 10 milliards pour un effet de levier. J'entendis tout. Je ne dis rien, mais en moi, une flamme discrète s'alluma. Pas une flamme de colère, mais une clarté nouvelle. Le lendemain matin, alors qu'Andrew dormait encore, après une nuit de fête, la sonnette retentit. J'ouvris la porte. Henry était là, vêtu d'un costume gris, impeccable, tenant sa mallette. Il entra, s'inclina poliment. Le contrat est prêt selon vos instructions, madame. La maison sera vendue dans la semaine. Le prix est confirmé, 10 milliards de dollars. Versement en espèces, transféré directement sur votre compte privé en Suisse. Je hochai la tête. Parfait. Je veux que tout reste confidentiel jusqu'à la finalisation. Je comprends, mais... Henry hésita. Êtes-vous certaine? Cette maison, c'est votre foyer. Je me tournai vers le mur où restait accrochée la dernière photo de famille, la seule qu'Andrew n'avait pas encore remplacée par une affiche de basket. Je vis mes yeux sur cette photo, ceux d'une mère pleine d'espoir, qui pensait qu'en aimant suffisamment, tout s'arrangerait. Non, dis-je d'une voix calme. Ça l'a été. Maintenant, ce n'est plus qu'une maison.
Ce soir-là, lorsqu'Andrew rentra, il trouva le salon désert, des cartons de déménagement empilés. « Que fais-tu, maman » demanda-t-il, fronçant les sourcils. « Je vends la maison, répondis-je. J'ai signé le contrat ce matin. Le nouvel acquéreur prendra possession dans 3 semaines. » Il resta figé. « T'es folle ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Je le regardai droit dans les yeux, pour la première fois depuis longtemps. « Parce que je n'ai pas besoin de ton approbation. Je suis la seule propriétaire. Je n'ai pas à consulter quelqu'un qui considère sa mère comme un obstacle à ses investissements. » Le visage d'Andrew vira au rouge. « Tu crois que tu gagnes quelque chose en faisant ça ? Et après, tu vas vivre où ?» Je souris. J'ai acheté un penthouse à Lake Tahoe l'an dernier, et j'en ai assez de vivre avec quelqu'un qui parle de profit sans jamais demander à sa mère « Tu vas bien ?» Il voulut répliquer, mais je levai la main pour l'arrêter. « Non, chacun a fait ses choix. Tu as choisi l'argent. Moi, j'ai choisi le respect. » Andrew ne répondit pas. Il me fixa comme s'il découvrait pour la première fois une femme qu'il croyait maîtriser. Après un moment, il lâcha simplement « Tu vas le regretter. » Je lui tournai le dos, montai les escaliers sans un mot. « Non, mon fils, je viens juste de commencer à vivre. » Il y a une douleur plus profonde que les paroles glacées d'un enfant. C'est quand on découvre qu'il a préparé sa trahison avant même d'ouvrir la bouche. Je le compris 3 jours après la signature de la vente. La villa était toujours là, silencieuse comme d'habitude, mais l'atmosphère avait changé. Je siégeais près de la fenêtre, terminant une esquisse que George n'avait jamais achevée, lorsqu'un appel de la banque me surprit. « Madame Margaret Whitmore ?» La voix d'une femme, hésitante. « Oui, c'est moi. Nous devons confirmer une demande de transfert de fonds de votre compte vers un nouveau fonds nommé Future Gen Legacy. » Je restai sans voix. « Je n'ai jamais créé un fonds de ce nom. » Le dossier indique que la demande a été signée par vous, remise en personne à notre agence centrale avec copie de votre carte d'identité, empreinte digitale et reconnaissance faciale. Je me figeai. Andrew. Il avait utilisé mes photos, peut-être même mes données biométriques. Il était entré dans ma chambre, avait pris mon ID, imprimé mon portrait depuis les cadres posés sur les meubles. Je ne savais même pas depuis quand il me surveillait. « Quel montant ?» demandai-je. « 520 000 $. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai dans l'ancien bureau de George, allumai une petite bougie et ouvris les tiroirs que je gardais verrouillés depuis des années. Je trouvai un enregistrement que je n'avais jamais osé réécouter, un message vocal que George avait laissé peu avant sa mort. Sa voix rauque résonna. « Si tu entends ceci, c'est que je ne suis plus là, mais j'ai ce pressentiment. Andrew ne veut pas seulement de l'argent, il veut te contrôler. Méfie-toi, il n'est pas aussi simple qu'il le prétend. » J'arrêtai la bande, mes yeux embués. Je ne l'avais pas cru. Je pensais que George exagérait, qu'il était trop méfiant. Mais il avait raison. L'enfant que j'avais mis au monde était devenu un étranger. Une semaine plus tard, je reçus une carte postale, pas d'un ami ou d'un parent, mais d'une maison de retraite privée en banlieue. Il m'invitait à un séjour, découverte de 3 jours entièrement pris en charge. Quelqu'un avait souscrit pour moi une offre platinum longue durée. Nom du souscripteur, Andrew Whitmore. Je n'y suis pas allé, mais j'ai mené discrètement une enquête. J'ai appelé la direction de l'établissement. D'un ton amical, j'ai dit « Je suis une amie de Margaret Whitmore. Il paraît que son fils a signé pour son installation ?» Le gestionnaire a confirmé. Andrew avait tout planifié pour que je sois placé. Depuis quand ? Peut-être même avant qu'il ne me dise « À 72 ans, pourquoi tu t'accroches encore à une maison ?» Un après-midi, je suis allé dans le jardin pour vérifier une statue en pierre que George avait importée de Florence. Elle avait disparu. À sa place, une empreinte dans le sol et des traces de pneus menant jusqu'au portail arrière. J'ai fait venir un installateur de caméras. Sur les images, en pleine nuit, Andrew avait engagé une équipe pour enlever la statue. Il portait une casquette à l'envers, marchait vers la camionnette comme s'il déménageait chez lui. Dans ses mains,
Un tableau à l'huile de George, celui que je comptais léguer à un musée. Je tremblais, pas pour la valeur des objets, mais pour le sang-froid avec lequel il m'effaçait. J'ai signalé le vol à la police, mais je n'ai rien dit à Andrew. Je voulais voir jusqu'où il irait. Le sommet fut atteint une nuit de fin de mois. Je suis entré par erreur dans sa chambre pendant qu'il était en visioconférence. Sur l'écran, Donia Fund, restructuration du patrimoine maternel. Andrew disait calmement « On accélère. J'ai inscrit ma mère en soins palliatifs. Antécédents d'hypertension, démence légère, les papiers sont presque prêts. Une fois admise, j'aurai contrôle complet sur ses comptes. » Je suffoquais. Je ne sais combien de temps je suis resté là, sans bouger. Andrew ne m'avait pas vu. Quand je me suis retiré à pas feutrés, je savais, ce n'était plus un conflit mère-fils. C'était une liquidation méthodique. Le lendemain matin, je suis parti sans un mot. Je suis allé droit au cabinet de Henry. Une fois la porte fermée, je posai la main sur son bureau et déclarai « Henry, je veux déshériter Andrew. Totalement. » Il me regarda longuement. « Vous êtes sûr ? Je veux modifier mon testament, transférer toutes mes parts d'entreprise, mes comptes d'investissement et mon second Pentus à un autre nom, et inclure une clause. Si Andrew tente de contester, de menacer ou d'engager une procédure contre moi, tout le reste ira à un fonds pour femmes âgées victimes d'abus psychologiques. » Henry nota, sans poser de questions. 3 jours plus tard, Andrew m'appela. Sa voix était pressée, plus douce que d'habitude. « Maman, on peut parler ?» Je souris. « Bien sûr. Passe demain à 10h. »« Parfait. Tu as besoin d'aide pour quelque chose ?» Je regardais le jardin. Je venais de planter un nouveau pied de lavande. « Sois juste à l'heure. Et viens avec la vérité. » La vérité ? Je raccrochais. J'étais prête. Je n'ai pas annulé notre rendez-vous. J'ai juste changé de décor. Ce matin-là, au lieu de l'accueillir à la villa, je l'ai convié dans un vieux café, au sein d'un musée d'art, l'endroit même où George et moi avions eu notre premier rendez-vous. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table près de la fenêtre. Il pleuvait doucement. Le serveur m'apporta un cappuccino, accompagné d'un biscuit aux amandes que je n'avais pas commandé. « Offert par le monsieur à cette table, » dit-il, désignant un homme aux cheveux poivre et sel, absorbé dans un vieux livre. Je hochai légèrement la tête en guise de remerciement. L'homme sourit. « Margaret Whitmore ?» Je fus surprise. « On se connaît ?» George était un ami proche. Je suis Elliot, son conseiller financier. Nous ne nous sommes jamais rencontrés parce que George ne voulait pas vous inquiéter pour les questions d'argent. Je serrai ma tasse. Et maintenant, que voulez-vous ? Simplement vous avertir. Andrew m'a contacté il y a 2 semaines. Il cherchait un moyen de transférer votre fonds fiduciaire sans votre présence. J'ai refusé et prévenu Henry. Je restai figé. Merci. Elliot se leva, sortit une petite clé USB de sa poche et la déposa doucement sur la table. Voici des copies de transactions suspectes sur les comptes à votre nom. Comment avez-vous eu ça ? George m'a demandé de mettre un système d'alerte discret. Je n'ai fait que suivre ses volontés. Je le fixai. Vous pensez que je vais en faire quoi ? J'espère que vous ferez ce qui est juste et que vous n'hésiterez pas. Andrew arriva avec 40 minutes de retard, en sweat à capuche, souriant comme si de rien n'était. Je ne dis rien. Je posai une enveloppe dorée devant lui et lui dis calmement « Ouvre ». À l'intérieur, une photo imprimée d'une vidéo de surveillance, lui et ses hommes en train de voler la statue de George, avec une estimation de l'œuvre, plus de 200 000 $. Andrew pâlit. « Tu m'espionnes ?»« Non, répondis-je. Je documente la vérité. » Son regard changea, de l'agacement à la peur. Il soupira comme s'il décidait enfin d'ôter son masque. « Alors, tu veux quoi ? De l'argent ? Ou que je disparaisse ? » Je secouai la tête. « Je veux juste que tu saches que cette fois, je ne fermerai plus les yeux. » Je me levai. « La conversation s'arrête ici. J'ai un autre rendez-vous. » Andrew jeta l'enveloppe sur la table. «
Tu crois que ces bouts de papier vont m'arrêter? Je souris. Tu te trompes. Je n'ai pas que des photos. J'ai la loi. Mon prochain rendez-vous avait lieu dans un endroit où personne ne m'attendait. L'administration fiscale. Je n'y suis pas allé pour dénoncer Andrew. Pas encore. J'y suis allé pour vérifier. Et après 1 heure d'entretien, je tenais entre mes mains un dossier confirmant qu'Andrew avait utilisé mon identité pour créer 3 sociétés offshore, dont une située aux îles Vierges, actuellement sous enquête pour blanchiment d'argent. Je suis sorti du bâtiment vidé, plus de colère, juste une tristesse immense. J'avais cru qu'en reculant suffisamment, mon fils finirait par revenir. Mais le recul n'a fait que lui donner plus de place pour agir dans l'ombre. La semaine suivante, je me suis inscrite à un centre artistique communautaire. J'y ai trouvé un atelier de sculpture pour les personnes âgées. J'avais besoin d'un endroit vivant, d'un souffle différent de celui des pièces froides surveillées par des caméras. Là-bas, j'ai rencontré Clara, 68 ans, ancienne psychologue. Elle vivait seule depuis que sa fille était partie vivre aux États-Unis, sans jamais revenir. Et James, 74 ans, dont le fils avait vendu la maison familiale pour le faire interner en maison de retraite. Il s'en était échappé, avait engagé un avocat et retrouvé sa liberté, ainsi que sa dignité. Nous restions ensemble, des heures c'étaient 2 après les cours, partageant nos cicatrices invisibles. Je ne me sentais plus seule. Je me sentais lucide. Clara m'a dit un jour une phrase que je n'ai jamais oubliée. Le pardon n'a de valeur que si l'autre reconnaît ses torts. Sinon, c'est de la complicité. J'ai alors commencé à élaborer un nouveau plan. D'abord, j'ai discrètement engagé la même agence immobilière qu'Andrew comptait utiliser pour hypothéquer ma maison. Mais cette fois, c'était pour vendre un autre penthouse, celui que George avait acheté à Miami, à mon nom. Prix du marché. 3,1 millions de dollars. J'ai demandé à ce que la somme soit divisée en 3 parties. Une part versée à un fonds de protection pour les femmes âgées victimes d'abus, une part transformée en bourse George Whitmore Memorial, le reste mis de côté. Je n'avais pas besoin de devenir plus riche. Je voulais une seule chose, qu'Andrew ne puisse plus toucher un centime de moi. Un jour, Andrew a laissé un petit paquet soigneusement emballé sur la table de la cuisine. Sur la carte, il avait écrit « Je suis désolé, je veux recommencer ». Je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai envoyé à un laboratoire d'analyse judiciaire. Le rapport a révélé, à l'intérieur se trouvait un petit dispositif avec une puce de localisation. Je regardais le document du laboratoire. Mes doigts, glacés, mon propre fils, me surveillaient. J'ai appelé Henry. Je veux m'inscrire au programme de protection d'identité. Vous avez des preuves de menaces? J'ai l'historique complet de la surveillance, des enregistrements secrets, de l'utilisation de mes données personnelles et des contrats falsifiés. Henry resta silencieux un instant, puis demanda « Vous l'appelez encore votre fils ?» Je ne répondis pas. Je suis retourné à la villa. La pluie venait de s'arrêter. Je suis resté un long moment sur le seuil, puis j'ai franchi la porte. La maison était silencieuse. J'ai ouvert mon téléphone et enregistré un court message vocal. Si un jour on me demande pourquoi j'ai résisté, voici ma réponse, parce que je ne suis pas un objet. Je suis une personne, et je suis une mère. Mais je ne suis plus la victime de mon propre fils. J'ai envoyé cet enregistrement à Henry. Je lui ai demandé de l'ajouter à mon dossier légal comme une déclaration solennelle, car cette bataille, je ne comptais en négliger aucun détail. Certaines batailles ne commencent pas par des cris, mais par une invitation apparemment banale. On devrait partir en vacances tous les 2, proposa Andrew, souriant comme si rien ne s'était jamais passé. Juste toi et moi, retrouver un lien. Je le regardais. Depuis quand mon fils utilisait-il des mots comme « retrouver un lien » ? Tu as besoin de changer d'air. Ajouta-t-il, tu restes enfermé ici, ce n'est pas bon pour toi. Je ne répondis pas tout de suite, mais je n'ai pas refusé. Pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je voulais savoir jusqu'où il irait cette fois. Nous avons pris l'avion pour San Diego. Andrew avait réservé des billets en classe affaires, voiture privée à l'arrivée. Tout était parfait, chaleureux, trop parfait.
Je regardais la baie depuis la fenêtre de l'hôtel, avec un poids dans la poitrine. Plus c'était calme, plus je craignais ce qui allait suivre. Le lendemain matin, Andrew m'annonça qu'il m'emmenait quelque part de très spécial. Une voiture nous conduisit à l'aéroport. Je ne comprenais pas. « J'ai réservé un séjour pour toi à Hawaï », dit-il en ouvrant la portière. « Une semaine de spa, de soleil, sans personne pour t'embêter. Et toi ? J'ai une urgence à régler, mais vas-y d'abord, profite. » Je voulais poser plus de questions, mais déjà Andrew appelait un employé de l'aéroport pour m'aider avec mes bagages. Ils m'ont accompagné. Je me suis retournée. Andrew s'éloignait déjà, dans une autre voiture. Mon billet était un aller simple. Quand j'ai demandé au personnel si quelqu'un voyageait avec moi, ils ont répondu « Le billet a été réservé pour une seule passagère. Pas de retour prévu. » Je suis restée figée dans l'aéroport international de San Diego, sans passeport, sans téléphone. Andrew les avait gardés pour plus de sécurité. Je n'avais que mon portefeuille, avec $200 et un carnet de notes. Pas de billet retour. Aucun plan. Aucun fils à mes côtés. Juste moi. Après 3 heures d'angoisse, j'ai appelé Andri depuis un téléphone public. Il était sous le choc. « Il vous a laissé seul à l'aéroport ?» Il répétait sans y croire. Ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel. Henri m'a réservé un vol de retour pour le lendemain. Mais à mon retour à la villa, mon badge d'entrée avait été désactivé. Je ne pouvais plus entrer chez moi. Je me suis assise sur les marches pendant plus d'1 heure jusqu'à ce qu'un agent de sécurité arrive. Cette propriété est en cours de restructuration. Le système d'accès a été modifié à distance. Nom du demandeur, Andrew Whitmore. Je souris, faiblement. Je n'avais plus de larmes. J'ai loué une chambre dans un petit hôtel à proximité. Ce soir-là, je reçus un email d'un médecin que je ne connaissais pas, m'informant que j'avais un rendez-vous pour un examen neurologique et que je devais continuer le traitement prescrit il y a 3 mois. Je n'avais jamais pris ces médicaments. J'ai enquêté. Ce médecin était un vieil ami d'Andrew. Le lendemain matin, je me suis rendue au cabinet, sans rendez-vous, sans me présenter. J'ai attendu. Quand le médecin a appelé Margaret Whitmore, je me suis levée. « Vous êtes en avance, » dit-il troublé. « Je voudrais voir l'ordonnance du mois dernier, » dis-je. Il ouvrit le dossier. Une signature prétendument mienne. Ce n'est pas mon écriture. Il resta muet. Je vais demander une enquête pour falsification de documents médicaux, et si c'est pour faciliter un abus de pouvoir, je porterai plainte. Le médecin pâlit. Je quittai le cabinet sans me retourner. Je suis retournée dans mon appartement à Tahoe, celui où j'avais trouvé refuge après la mort de George. Clara m'attendait déjà. Elle me tendit une tasse de thé, posa doucement sa main sur mon épaule. « Et maintenant ?» me demanda-t-elle. « Je fais face. » Tu veux dire ? J'organise une cérémonie à la mémoire de George. Tu veux dire ? Public. Oui, avec la presse, des amis de longue date et des représentants du fonds patrimonial. Pourquoi ? Je regardais Clara. Parce que George ne mérite pas d'être oublié et parce que je n'ai plus peur que la vérité éclate. 3 semaines plus tard, la cérémonie eut lieu dans les jardins du musée d'art que George avait contribué à financer. Je me tenais sur scène, vêtue de la robe grise que George m'avait offerte pour mes 60 ans. Je n'avais pas la voix tremblante. George disait souvent « Le pardon n'est pas fait pour ceux qui répètent les blessures », et j'ai eu tort de croire que je pouvais pardonner indéfiniment. Silence dans la salle. Mon fils, Andrew Whitmore, actuellement représentant légal de plusieurs comptes à mon nom, a utilisé mon identité pour établir de faux dossiers médicaux, ouvrir des comptes offshore et modifier sans autorisation l'accès à ma maison. Des murmures éclatèrent dans l'audience. Je poursuivis, et je tiens à annoncer ici que l'intégralité de l'héritage laissé par George, parts, biens immobiliers, œuvres d'art, argent, a été transférée à une commission indépendante au service de la communauté. Pas un seul centime ne sera alloué à Andrew. Un « oh » collectif se fit entendre. Andrew était là. Je le vis dans la foule,
Blême, les poings crispés, muets, je conclus mon discours d'une phrase simple. Certaines batailles ne se choisissent au pas. Mais à un moment, si on ne se lève pas, on finit par se perdre soi-même. Ce soir-là, je reçus un unique message d'Andrew. « Tu vas le regretter d'avoir sali mon nom. » Je répondis. « Je le regrette déjà, depuis 72 ans, de ne pas avoir vu qui tu étais vraiment. » Je croyais que tout s'arrêterait avec la cérémonie. Que dire la vérité, dévoiler les intentions d'Andrew devant témoins, me rapporterait enfin un peu de paix pour les années qu'il me restait. Je me trompais. 3 jours après l'événement, je fus assigné en justice. Demandeur, Andrew Whitmore. Motif, diffamation, atteinte à la réputation, incitation à la haine. Montant, réclamé, 2 millions de dollars. Henry reçut la plainte avant moi, il m'appela en pleine nuit. Il a engagé une équipe de juristes spécialisés en communication de crise. Ils ont publié la plainte avec un extrait vidéo de ton discours. Ils prétendent que tu es une vieille femme confuse, manipulée par ton entourage. Je ris, doucement. Un rire amer. Je connaissais trop bien la manière d'Andrew de tordre la vérité. Henry demanda « Tu veux contre-attaquer » Je restai silencieuse un moment, puis je dis « Non, je vais faire autre chose. » Le lendemain matin, je me rendis à la banque pour retirer une partie de mes économies en Suisse afin de financer les frais juridiques. Mais mon compte avait été gelé. Motif, demande de blocage d'actifs, en vertu d'une plainte déposée par un proche parent, soupçon d'incapacité juridique. Nom du demandeur, Andrew Whitmore. J'étais anéanti. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait que je ne sois plus légalement considérée comme une personne capable de gérer ma propre vie. Henry entra immédiatement en action. Mais il m'avertit. Le déblocage du compte prendrait au moins 3 semaines. Je n'avais plus de liquidité. J'ai dû vendre la Porsche que George m'avait laissée. Mais le matin suivant, je découvris que la voiture avait disparu du garage. Je pensais d'abord à un vol. Jusqu'à ce que je reçoive un email de la police municipale. La voiture avait été saisie temporairement suite à une requête liée à un litige d'héritage. La demande venait encore une fois d'Andrew. Même mon appartement à Lake Tahoe fut souillé. Dans le journal local, un article anonyme m'accusait d'avoir maltraité psychologiquement mon fils, de l'avoir fait interner à l'adolescence et de l'avoir contrôlé toute sa vie comme une mère tyrannique. L'article ne citait aucune source, mais la photo, illustrant le texte, avait été prise depuis la fenêtre de ma maison, alors que je lisais tranquillement. Je savais qui l'avait prise. Je fus temporairement interdite de quitter le territoire. Je fus convoquée pour un interrogatoire et orientée vers un centre d'évaluation psychologique pour comportement financier potentiellement instable. Le monde s'inversait. Sans maison, sans voiture, sans compte bancaire et sans liberté de mouvement. J'ai loué une petite chambre sous les toits d'une auberge vieillotte, autrefois lieu de passage des artistes nomades. Je restai là, assise près de la fenêtre, serrant contre moi une couverture fine, regardant les feuilles tomber. Il pleuvait, et pour la première fois de ma vie je me suis dit « Je n'ai plus rien à perdre ». Cette nuit-là, je reçus un appel d'un numéro inconnu. « Madame Whitmore ?» La voix d'une jeune femme. « Oui ? Je suis interne. J'ai fait mon stage dans le cabinet où votre fils vous a envoyé pour une évaluation neurologique. Je ne peux plus me taire. » Je me redressai. « Votre fils a falsifié votre dossier médical. Il a rédigé un certificat indiquant une paranoïa légère. Le médecin responsable, un ancien ami d'Andrew, a signé, mais j'ai tout enregistré en cachette. Je retenais mon souffle. Je vous envoie l'audio. Il faut que les gens sachent. Je me suis effondrée en larmes. Pas de douleur, mais pour la première fois, quelqu'un parlait pour moi. Le lendemain, j'ai transmis l'enregistrement à Henry, à une chaîne de télévision locale, à une organisation de défense des femmes âgées et sur les réseaux sociaux. J'ai écrit ce court message. Si une mère doit aller jusqu'au bout du monde pour protéger son honneur contre son propre enfant, ce n'est pas l'amour maternel qui est en cause, mais une société qui excuse l'ingratitude. L'histoire a explosé. La presse a lancé une enquête. Andrew est resté silencieux. Une semaine plus tard,
Il est apparu à la télévision. Les yeux rouges, la voix douce. Je voulais juste aider ma mère. Elle est trop âgée pour gérer seule. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la protéger. Je n'ai pas répondu directement. J'ai simplement publié une photo. Moi, à 45 ans, sur scène lors d'une remise de prix pour Femme entrepreneur de l'année de l'État. Légende. Je n'ai pas commencé dans la faiblesse, et je ne finirai pas dans l'oubli. Le tribunal convoqua Andrew. Il ne se présenta pas. Son avocat demanda un report pour cause de traitement psychologique en cours. Mais je savais, cette fois il perdait vraiment pied, car tout s'était retourné contre lui. Les fausses plaintes, les comptes illégaux, les dossiers médicaux truqués, les manipulations médiatiques. Je siégeais dans la salle d'audience face à un banc vide, et je savais, j'avais gagné. Pas par la force, mais par la persévérance, par un silence au bon moment, et par une décision ferme. Les liens du sang ne sont pas synonymes de loyauté. Je ne me souviens plus exactement du jour où j'ai cessé de pleurer pour Andrew. Était-ce après la réactivation de mes comptes ou le rejet de sa plainte? Peut-être ce fut un après-midi tranquille, près d'un arrêt de bus, quand un petit garçon a laissé tomber sa glace et s'est excusé auprès de moi, alors que je n'avais rien à voir avec ça. Je lui ai souri, disant « Ce n'est pas grave, mon chéri ». Et j'ai réalisé que pour une fois, mes mots n'étaient pas masqués par des larmes. J'étais descendu au plus profond de moi. J'avais été trahi, abandonné, soupçonné, brisé par l'enfant même que j'avais cru être mon pilier. Mais j'étais encore debout. Je ne vivais plus dans l'ancienne villa. Je l'ai donnée à une organisation caritative qui l'a transformée en centre d'accueil pour femmes âgées victimes de violences domestiques. Chaque fois que je passe devant, je vois la lumière douce derrière les fenêtres, des silhouettes de femmes lisant, jouant de la musique, buvant du thé. Et je souris. Cette maison n'a pas disparu. Elle a été réinventée. Je vis dans un petit appartement au bord du lac. Pas luxueux, mais lumineux. Avec un pied de lavande sur le balcon, une étagère, une photo de Georges jeune, et moi. Pour la première fois en 72 ans, vivant pour moi. J'ai reçu une lettre manuscrite de Rachel, ma fille, restée longtemps silencieuse entre moi et son frère. Maman, pardon pour mon silence. Ce n'était pas que je ne voyais rien. J'avais peur. Mais maintenant, je te vois debout, sans que personne te tienne. Et je comprends que c'est moi qui dois réapprendre à être une fille. Nous nous sommes revus dans un petit café. Rachel m'a pris la main. Pas de grands discours. La vérité n'a pas besoin de longues phrases. Quant à Andrew, il a disparu des réseaux sociaux, vendu sa voiture, quitté la ville. Je ne sais pas où il est, et je ne demande pas. J'ai seulement laissé à Henry une note manuscrite. Je ne hais pas mon fils, mais je ne laisserai plus personne me détruire à cause de lui. Le lien du sang n'est pas une chaîne. Si un jour il revient, non pas pour réclamer, mais pour demander pardon, alors peut-être, je lui ouvrirai la porte. Peut-être. Je me suis remise à peindre. Mes tableaux ne sont plus sombres. Je peins des mains qui se tiennent, se lâchent ou se posent sur le cœur. Je les expose au centre artistique communautaire. On les appelle 72. La dernière, la première année. Le journal local m'a interviewé. Je n'ai pas tout raconté. J'ai dit « Certains ne commencent à vivre que lorsqu'ils croient que tout est fini. » Je suis devenue animatrice d'un atelier d'art thérapeutique pour femmes ayant survécu à la trahison, mères évincées, oubliées ou attaquées par leurs propres enfants. Je n'enseigne pas la technique. Je pose une seule question. Si vous deviez choisir une seule couleur pour vous représenter, ce serait laquelle? Elles répondent bleu pâle, rouge velours, gris pluie, blanc silence. Et moi, je choisis transparent, car je ne veux plus me cacher, je veux exister. Je marche toujours chaque soir. Je passe à la librairie, je parle avec Clara, avec James, avec ceux qui ignorent que ma vie fut un jour bouleversée. Pour eux, je suis juste Madame Margaret, douce, souriante, qui offre des fleurs séchées dans du vieux papier journal. Personne ne sait que j'ai un jour erré dans un aéroport sans savoir où aller. Et personne n'a besoin de le savoir.
Je le sais, et cela suffit. Ce soir, je suis assise près de la fenêtre. La brise froide de l'hiver entre par les rideaux. Sur la table, une tisane au gingembre, une carte de Rachel m'invitant à fêter Noël avec sa petite famille, et un manuscrit que j'ai commencé, non pas pour être publié, mais pour raconter. Je pense aux millions de mères qui, comme moi, ont pleuré en silence à cause de ceux qu'elles ont portés, nourris, aimés, et j'écris ces mots. J'ai cru qu'être une bonne mère, c'était tout sacrifier. Mais j'ai compris. Pour être une femme entière, il faut garder une partie pour soi. Une partie que personne ne peut toucher, pas même ceux qu'on aime le plus.